Bien, bonjour, bonjour à vous. Merci de participer à cet atelier qui va avoir pour thème l'art de s'ennuyer. Et on a le grand plaisir donc d'accueillir le docteur Patrick Lemoine, qui est psychiatre à Lyon et qui est auteur de l'ouvrage Éloge de l'ennui, une brève histoire de nous, paru aux éditions Le Relier au mois de mars de cette année. Et donc, docteur, vous allez nous parler de l'ennui qui a été décrit par des chercheurs, par des philosophes, qui a été illustré également par de nombreux artistes. Alors, est-ce que nous avons besoin de nous ennuyer ou est-ce que, au contraire, ça peut avoir des effets délétères? Je vous propose tout de suite de vous donner la parole en partant peut-être d'une première question. D'où vient ce mot ennui? Alors bonjour à tous, je vais essayer d'être le plus barbant possible, de manière à ce que ce soit en même temps, c'est un atelier, donc normalement c'est des travaux pratiques. Et si je ne suis pas ennuyeux, je vais rater ma mission et je vais me faire engueuler par le poing. Alors d'où ça vient ce drôle de mot? L'étymologie est complexe, je suis allé chercher dans pas mal d'endroits, et finalement ça vient du bas latin, et ça signifie en gros être en horreur de soi. Donc c'est quand même pas un truc super sexy, c'est pas un truc très agréable, c'est un truc extrêmement négatif, l'ennui. Et on voit que l'ennui, depuis très longtemps, a été décrié, et selon moi, à tort. Je suis désolé. Alors là, c'est pas un ennui, c'est des ennuis. Oui, bien sûr. Vous pouvez même l'arrêter. Oui, bien sûr. Hop. Non, faut... Ah, pardon. Voilà. Très bien. C'est quelqu'un d'ennuyeux. Donc, ce qui serait intéressant peut-être, alors n'hésitez pas à m'interrompre, on est en petit comité, on est presque en famille, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez préciser le truc. Mais si on fait une histoire naturelle de l'ennui, je vais déjà vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les animaux s'ennuient? Vous dites non. Qui pense que les animaux s'ennuient? Qui levez la main? Vous dites oui. Donc vous êtes trois. Majorité de oui. Solène, non. Donc 2 contre et 3 pour. Ok. Et vous dites quoi? Moi, je dis non. Vous dites non. Eh bien, vous vous trompez. Parce qu'en réalité, aucun animal sauvage ne s'ennuie. Alors effectivement, un léopard, il peut rester à guetter une pintade sur son arbre pendant des journées entières. Il ne s'ennuie pas. En revanche, quand vous allez dans un zoo et que vous voyez un ours en cage qui fait des stéréotypies, qui s'esquinte les poils en se frottant toujours au même endroit, tous les éthologistes considèrent que les animaux domestiques s'ennuient. Et c'est pour cette raison que dans les zoos, les gardiens mettent des tas de jeux de manière à ce que les animaux ne s'ennuient pas, que les lions recherchent leur nourriture, ils mettent des balançoires pour les chimpanzés, etc., etc. Donc il est clair que l'animal domestique s'ennuie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cultures où on s'ennuie et des cultures où on ne s'ennuie pas? Toujours dans l'histoire naturelle de l'ennui. Ou des cultures qui valorisent l'ennui? Ce que vous voulez dire? Non. Est-ce qu'il y a des cultures où on s'ennuie et des cultures où on ne s'ennuie pas? Lesquelles? Bon, on n'est pas très nombreux, enlevez votre masque. Je suis vacciné, donc vous ne me contaminerez pas. Alors, vous y êtes presque, mais pas tout à fait. Mais presque. Si, mais vous y êtes presque. Voilà, vous brûlez, comme on dit. Ouais. Alors, c'est pas exactement ça quand même. En réalité, les cultures où on ne s'ennuie pas, c'est exactement la même différence qu'entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. C'est-à-dire que toutes les cultures où on est style Bushman, style les Zoé en Amazonie, style les Hadza en Tanzanie, c'est-à-dire des cultures où il n'y a pas d'électricité, où on est obligé, comme vous le dites, quand même de chercher la nourriture, mais toutes les cultures où on est complètement dans la nature, le mot ennui n'existe pas. Je suis allé voir dans ces cultures-là, le mot ennui n'existe pas. Chez les Papous, par exemple, les Tindama, le mot ennui n'existe pas. Alors que dès que l'homme a commencé à se sédentariser, à faire naître la propriété, qui est le vol, comme chacun sait,
Dès qu'on est un peu dans la technologie et qu'il faut travailler pour vivre, parce que c'est des cultures où on ne travaille pas. Hein, c'est des cueilleurs, chasseurs, mais ils élèvent pas les animaux, ils font pas cultiver, ils cultivent pas, ils s'ennuient pas. Mais dès qu'on a commencé à cultiver, à élever, puis après l'électricité et tout, le mot ennui est apparu. Autre question, parce que je suis là pour vous faire travailler quand même. Bien sûr, mais là on n'est plus dans la culture, c'est autre chose. Là je vous en parlerai bien sûr. Hein, quels sont les ennuis pathologiques, les ennuis physiologiques. Quel est le premier personnage, selon vous, dans l'histoire qui s'est ennuyé? Oula. Oui. Vous nous donnez un petit indice? Non, avant. Un petit indice? Avant. Dieu. Pourquoi? Ah, bravo. Eh bien oui, pourquoi? Bravo. Parce que Dieu, pendant 6 jours, il a bossé. Il a fait la création du monde. Et le 7e jour, à mon avis, il s'est emmerdé grave. Pourquoi? Parce qu'il a trompé son ennui. Ah non, c'est pas vrai. Il a trompé son ennui en faisant un petit coup, une inondation pour amuser Noé, un petit coup un massacre, des petites plaies en Égypte, tout ça. Et on a vraiment le sentiment que Dieu s'est beaucoup ennuyé une fois qu'il a fini son boulot de création. Plus sérieusement, je pense qu'effectivement, au paradis terrestre, on devait s'ennuyer grave, vraiment, parce que c'était parfait. Et il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une symphonie, il n'y a que des accords parfaits, vous êtes d'accord avec moi? C'est affreux, il faut qu'il y ait des dissonances, un petit peu, pas trop, mais des dissonances, pour que la symphonie devienne jolie. Et il semblerait qu'ils soient tellement ennuyés que la première chose qu'ils ont faite, évidemment, c'est de transgresser l'interdit et de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Alors n'oubliez pas quand même que Ève, née de la côte d'Adam, c'est une erreur de traduction, vous le savez. Hein, elle était née aux côtés d'Adam, et non pas d'une côte d'Adam. C'est complètement une erreur quand vous reprenez les textes primitifs en araméen, en hébreu, c'est aux côtés d'Adam. Et c'est le machisme chrétien, en fait, qui a complètement transformé le truc pour faire de la femme une espèce de copie d'Adam. Donc il s'ennuyait beaucoup. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de voir que Dieu, pour les punir, a dit « tu enfanteras dans la douleur ». Dieu est un obstétricien, tout le monde sait ça. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et le mec, rien. Parce qu'il devait travailler quand même, gagner son pain à la sueur de son front. Et je pense que là encore, c'est le machisme religieux, parce qu'en réalité, pour être créatif, il faut souffrir. Et on enfante une œuvre, un livre, une peinture et tout. Et je pense que ce qu'a voulu dire Dieu, c'est pour être créatif, tu devras souffrir. Ce qui est très différent que d'enfanter un bébé. C'est pas une histoire de bébé. Et là encore, il y a des problèmes de traduction dès les origines. Mais où ça devient vraiment intéressant dans la Bible, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous la connaissez. Hein, vous avez 2 frères, un grand, un petit. Caïn, c'est un agriculteur, donc il cultive la terre, il bosse tout le temps, vous savez ce que c'est, hein, les mains calleuses, il n'arrêtait pas. Et puis il y avait Abel, beaucoup plus jeune, qui était berger. Et lui, il a passé son enfance, comme nous tous ici, à beaucoup s'ennuyer parce que il surveillait ses chèvres, ses moutons, et puis il faisait pas grand-chose. Et chacun offrait à Yahvé, le Père éternel, Abel les moutons, les plus beaux moutons, et Caïn les plus beaux épis. Et là, scandaleusement, Dieu, qui est un carnivore, comme chacun sait, a préféré Abel. Et il a récompensé Abel. Furieux, Caïn tue Abel. Et l'histoire devient étrange. Donc le bosseur tue le glandeur, en gros. Rappelez-vous le terme de glander. On glande, ça vient de quoi? Ça vient qu'au Moyen-Âge, il y avait un droit de glander. Donc les paysans avaient le droit, enfin les serfs avaient le droit d'emmener leurs cochons dans les bois des seigneurs pour qu'ils puissent manger des glands. Et le terme de glander vient de là. Quand on s'ennuie, on glande. Bref. Bizarrement, donc, à cette époque où c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, Caïn tue son frère et il est récompensé. Il est récompensé. Puisque non seulement, on aurait dû le tuer quand même, il a tué son frère, non seulement il n'est pas tué, mais Dieu y avait mis un signe sur son front et dit « quiconque touchera un cheveu de sa tête sera... » Enfin, il aura beaucoup d'ennuis.
Et il lui dit, tu seras condamné à errer toute ta vie. Et en réalité, on voit dans le texte que Caïn, il s'installe, il fonde une ville, il prend une femme, il a des enfants, et que ses enfants sont forgerons, bergers, joueurs de flûte, etc. Nous sommes tous des enfants d'assassins. Comment on peut comprendre une histoire aussi aberrante? Il y a un mec qui tue son frère, il est récompensé, c'est notre ancêtre. Et le travailleur a tué le glandeur. Comment on peut comprendre une chose pareille? Et la chose me paraît assez évidente. C'est qu'en réalité, Abel, c'était un petit enfant. Forcément que son papa avait beaucoup de tendresse pour lui, comme nous tous. Et puis il y avait le grand frère, lui, il bossait. Et puis il a grandi. Et un jour, Dieu lui a dit, écoute, maintenant, Abel, il faut que tu grandisses, il faut que tu partes jeter ta gourme, comme disait ma grand-mère, et que tu prennes une femme et que tu fondes une ville. Et pour moi, en réalité, Abel et Caïn, c'est le même. Et Caïn a tué son enfance. Et forcément, il a été récompensé. Donc c'est un rite d'initiation à l'adolescence d'un père parfaitement correct qui il aimait beaucoup son petit garçon, mais il a dit un jour, faut que tu te maries, faut que tu rentres dans la vie. Et l'histoire de l'ennui se termine par la vie active. Comme nous tous, on s'est énormément ennuyé dans notre enfance. Enfin, beaucoup d'entre nous s'ennuient dans l'enfance. Mais c'est un drôle de phénomène, parce qu'on s'est ennuyé quand on était petit. Rappelez-vous, dans les voitures des parents, quand on partait pour 3 heures de route et qu'au bout de 10 minutes, on est arrivé. Non, et c'est insupportable. Maintenant, ils ont des tablettes à l'arrière, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, je garde une immense nostalgie par rapport à cet ennui de mon enfance. Et ça, c'est important à comprendre pour la suite de ce que je vais vous raconter. Pardon? Eh oui. Exactement. Et c'est de votre faute. Bien sûr. Oui. Vous avez bien compris que c'est là que je vais en venir. Si vous commencez à me spoiler, ça ne va pas le faire. Donc, on en est donc dans cette histoire de l'ennui, et vous voyez que c'est quand même une vieille histoire. Et puis après, on va faire un saut dans le temps, et on va parler des moines du haut Moyen-Âge. On est dans les 3-4 premiers siècles, et on est en Égypte. Il y a beaucoup de couvents et de moines solitaires, ou de moines en petits monastères, et il y avait une maladie terrible aux yeux de l'Église du Vatican qui s'appelait l'acédie, L'-A-C-E-D-I-E, qu'on appelait aussi le démon méridien, à ne pas confondre avec le démon de midi, même si c'est la même étymologie. Et c'était cette apathie, cette torpeur qui saisissait le moine vers midi et qui faisait qu'il ne pouvait plus rien faire et il ne pouvait plus prier. Alors que Saint Benoît, il avait une règle très claire, c'était ora et labora, c'est-à-dire prie et travail, avec un jeu de mots sur labora. Et à partir du moment où le moine, à midi, commençait à plus prier, plus travailler, il était dans le péché. Et c'était donc assez condamnable, voire damnable. Le temps avance et on arrive maintenant à la Renaissance italienne. Et là, il y a encore un truc intéressant, à savoir qu'il y a eu le pseudo-Aristote, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, qui avait dit « La mélancolie est la punition de l'homme supérieur ». Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisque le trouble bipolaire, on sait que la mélancolie fait partie du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est génétiquement associé à l'intelligence et à la créativité. Les prix Nobel sont très souvent bipolaires et les génies sont très souvent bipolaires. Donc, comme Aristote avait dit la mélancolie est la punition de l'homme supérieur, c'était très tendance, très in d'être mélancolique. Et les gens commençaient à dire « Ah ouais, moi je suis mélancolique ». Louis XI était un prince mélancolique. Charles Quint était un prince mélancolique. Pic de la Mirandole était un philosophe mélancolique. Et c'était très important. Et donc il fallait absolument être né sous le signe de Saturne. Et si vous regardez par exemple le grand combat de l'époque, c'était Louis XI versus Charles le Téméraire. Louis XI, donc c'était un mec qui avait l'air de rien, qui était mal fagoté, qui avait des gris-gris, qui était ennemi du faste, ennemi des mondanités. En plus, qui n'avait pas un rond et qui n'avait pas d'armée. Et puis, il y avait le duc magnifique d'Occident, l'homme le plus puissant du monde, Charles le Téméraire, qui avait un trésor de guerre phénoménal, des armées phénoménales et qui faisait une bringue permanente. En gros, il y avait un mélancolique et un psychopathe. Et Louis XI a détruit le duché de Bourgogne
a fait manger le duc de Bourgogne par les loups sous les remparts de Nancy sans jamais le combattre. Il était tellement futé, ce mec, parce qu'il pensait, en bon mélancolique, il réfléchissait tout le temps. Et il a réussi à créer des coalitions contre lui, mais jamais lui. Les Suisses, les gens du duché de Lorraine, etc. Puis lui, il était quand même assez con, quoi. Il fonçait, c'était le téméraire. Et il s'est fait complètement détruire. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a un combat entre un mélancolique qui pense, qui réfléchit, et un psychopathe qui agit, ben c'est le deuxième qui mord la poussière. Et si on repense à un certain débat, il y a quelques années, où il y avait un certain grand Jacques qui a débattu avec un certain François Mitterrand était typiquement un prince mélancolique. Dès qu'il a été nommé, il a dit « Moi, je travaille à mi-temps à l'Élysée, j'ai besoin d'un autre mi-temps pour penser, pour réfléchir, pour m'ennuyer. » Et mais Chirac, il n'arrêtait pas, il tapait le cul des vaches, il avait une bonne bouffe, il picolait sa bière et tout. Et chaque fois qu'ils ont été affrontés, Chirac a mordu la poussière. On avance dans le temps encore, et qu'est-ce qu'on voit? C'est le XVIe siècle. Et là, c'est la réforme, la contre-réforme. Les protestants arrivent. Les protestants, donc, qui ont eu du succès, surtout d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, en Angleterre et en Amérique. Time is money. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, le catholicisme a été... Ohé! Ohé! Une petite illustration. Lui, il s'ennuie tellement qu'il a complètement oublié. Il était concentré à 200%, il m'a dit. J'y crois pas. Donc, on a les catholiques qui disent, finalement, les catholiques, c'est des latins. Et les latins, ben, c'est la sieste. C'est quand même mañana, c'est la procrastination, on prend le temps. Donc, c'était un péché, mais pas très grave, quand même, aux yeux des catholiques. Et donc... le Vatican a commandé à Dürer une mélancolie, qui s'est d'ailleurs appelée Mélancolie 1. Chose étrange que j'ai trouvée, c'est qu'il n'y a pas de Mélancolie 2. Est-ce que c'est vraiment une Mélancolie 1, ou est-ce que ce 1, ce ne serait pas plutôt un I? Et est-ce que ce ne serait pas le I d'imagination, voire le I de l'initiation? Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Un ange, dont on ne peut pas dire le sexe. Le sexe des anges est inconnu, c'est bien, mais vous verrez que ce n'est pas toujours vrai chez les protestants, qui a vraiment l'air de s'ennuyer, mais qui a un regard extrêmement aigu, qui est dans un des plus incroyables fatras de l'histoire de l'art. Il y en a partout, il y a des outils, il y a cette figure géométrique dont personne n'a jamais su dire ce que c'était exactement, et avec au fond une grande inondation et un arc-en-ciel. Et c'est marqué donc Mélancolie 1. Et à côté, vous avez un petit gamin qui bosse comme un malade. C'est quand même étonnant comme tableau. Un ange qui s'ennuie, adulte, dont on ne connaît pas le sexe. Un pouti, mais qui est quand même un angelot, qui travaille. Plein d'outils. Un chien, symbole de la fidélité, qui dort. Une figure dont quand même toutes les arêtes sont équivalentes, donc qui est une espèce de solution de la quadrature du cercle. Et enfin, cet arrière-fond où il y a l'inondation avec l'arche de Noé. Parce que vous savez bien que quand il y a eu l'inondation, Dieu a dit à Noé, bon, je te sauve toi et ta famille, un couple d'animaux de chaque espèce, et tu vas les mettre dans une arche. Qui est ensuite devenue d'ailleurs l'arche d'alliance. Et au bout de 40 jours, parce que l'ennui c'est toujours 40 jours, Bouddha s'est ennuyé, Jésus s'est ennuyé 40 jours dans le désert, Bouddha je crois qu'il y a eu 40 ans, enfin c'est toujours le chiffre de 40, et aujourd'hui encore on met les gens en quarantaine. Eh bien, il a eu son arche, et au bout de 40 jours de pluie, il y a eu l'inverse, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, et n'oubliez pas que l'arc-en-ciel c'est ce qui relie le monde terrestre au monde céleste. Et c'est pour ça que le pape, c'est le souverain pontife, parce que c'est celui qui est le pontifex, donc qui est le gardien du pont qui relie les hommes à Dieu. Et donc cette inondation montre quand même la fin du monde. C'est un cataclysme épouvantable. Donc la morale de l'histoire, c'est que finalement, c'est important de réfléchir avant d'agir, qu'il faut libérer l'enfant qui est en soi, qui va travailler, et que seule la cloche de la fin du monde, la clepsydre et les autres trucs, la balance du jugement dernier, permettent d'attendre correctement la fin du monde. Donc ce n'est pas une condamnation de l'ennui. Et la suivante,
Martin Luther, ça l'a pas fait rire ce truc. Et il a décidé de faire une réponse. Et il a demandé à Lucas Cranach, et ça on le sait, hein, de faire une réponse. Et Lucas Cranach, il a fait 3 mélancolies. Alors j'ai pris la plus belle, qui est d'ailleurs en France, à Colmar, au musée d'Unterlingen. Et tout le monde va voir le rétable d'Issenheim, alors que ça le vaut pratiquement. C'est ça l'ennui. Donc vous voyez une nana bien décolletée, avec un sourire et un œil en coin, une couronne de travers, un pied tordu, qui taille une plume. Il faut le faire quand même. Et la couronne de travers, le pied de travers, c'est le démon. Donc c'est bien connu, la femme c'est le diable. Mais peut-être que c'est autre chose, parce que vous voyez quoi? Des enfants qui jouent de la balançoire. Et le signe de la balance, c'est le signe de Vénus, à cause du mouvement d'avant en arrière. Alors il y a des jeunes filles dans la salle, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était un signe très érotique, la balance. Et donc on voit que cette nana qui taille une plume, qui a quand même des tas d'enfants qui suggèrent l'amour, est une manière de tromper l'ennui. On ne doit jamais s'ennuyer, parce que sinon, il y a l'enfer avec des nuées infernales, on ne les voit pas bien, mais il y a des dragons, il y a des diables qui emmènent tout le monde. Et donc, on ne doit pas s'ennuyer, sinon on aura les pires ennuis. Et c'est intéressant de voir que la culture protestante, on n'a pas le droit de s'ennuyer. On doit, time is money, on doit bosser, on doit faire du boulot. Et ce combat de la Renaissance sur le sujet de l'ennui, à mon avis, est toujours en cours, puisque les latins, on est à Nice quand même, acceptent assez bien le far niente, alors que les anglo-saxons s'est défendu, et vous avez des textes de Martin Luther et de son chargé de com qui s'appelait Monsieur Melanchthon. C'est les mecs, bouffer, picoler, baiser, mais vous ennuyez pas. Il faut y aller, il faut tout le temps être actif. Et c'est intéressant de voir Melanchthon, puisque Melanchthon, étymologie, c'est mélanos, chthon, les forces chthoniennes, donc c'est la terre. Donc c'est la terre noire, c'est l'alchimie. Alchémia, c'est la terre noire aussi, c'est le limon du Nil. Et Melanchthon, alors c'était un pseudo, c'était une traduction de son nom allemand qui évoquait vaguement la terre noire quand même. Et on peut se demander quand même si cet homme, il n'était pas ce côté bipolaire justement, et si de temps en temps, il n'était pas justement dans la mélancolie, de temps en temps, s'il n'était pas plutôt dans la manie. Et ce qui est intéressant, toujours pour arriver au monde moderne, c'est que si vous changez 2 lettres à Melanchthon, vous arrivez au grand Jean-Luc. Et le grand Jean-Luc, il suffit, pas besoin d'être psychiatre pour le voir à la télé, pour savoir que c'est typiquement un bipolaire qui est capable de péter les plombs quand il a quand la police vient chez lui, et puis que de temps en temps il disparaît complètement pendant un moment. Et je pense que les mots ont du sens, et que de Melanchthon à Mélenchon, il n'y a qu'un pas de 4 siècles. Donc on est... Pardon ? C'est un raccourci. 4 siècles, c'est pas grand-chose. Historique. Je suis quand même parti de la création, hein. Donc c'est une goutte d'eau. Donc vous voyez que là, on est quand même dans un combat planétaire du monde latin avec le monde anglo-saxon. Et je pense que les seuls qui ont finalement trouvé la solution, c'est les extrêmes orientaux, avec la zénitude, avec la méditation, puisque les Japonais, pour les citer, ou les Chinois aussi, ils sont capables, avec une double culture, d'être à la fois extrêmement industrieux, extrêmement travailleurs, extrêmement organisés, mais également d'être dans la méditation, longuement. Et je pense qu'eux, ils ont réussi ce que nous n'avons pas réussi, et ce que les Américains n'ont pas réussi, qui est la synthèse entre l'ennui et l'activité. Certes, mais pas à ce sujet-là. Pas à ce sujet-là. Ils sont quand même dans cette double approche. Alors, c'est vrai, la dernière fois que je suis allé au Japon, c'était très sérieux, costume 3 pièces toute la journée, à parler business très savamment, et le soir karaoké, effectivement, c'était ça. Mais bon, c'est peut-être pas forcément tous les jours. Et puis, la meilleure métaphore que je trouve du monde oriental, c'est le cadre japonais, costume 3 pièces, qui rentre à la maison. Il traverse le hall, et en traversant le hall, il fait tomber la veste, le pantalon, la chemise, et au bout, il met le kimono.
Et donc, ils sont quand même capables de passer d'un monde à l'autre, du monde occidental à le monde oriental, de manière assez naturelle, assez facile. Et c'est dans ce sens que je trouve qu'ils ont quand même réussi une assez belle synthèse. Et bon, il y a des problèmes en ce moment au Japon, en Chine aussi d'ailleurs, parce que dans 10 ans, la Chine, c'est un EHPAD. Étant donné qu'avec la politique d'enfant unique, ils ont une courbe démographique qui est incroyable. La pyramide des âges là-bas. Et j'ai une chaire de prof associé à Pékin. C'est impressionnant de voir que, je vous dis, dans 10-20 ans, l'économie chinoise et la population chinoise va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus que des vieux. Et au Japon, il n'y a plus que des vieux aussi. Mais ça, c'est une autre question. Hein. Elle est jeune, oui, c'est vrai. Et je pense que d'ailleurs, la génération qui avait réussi la synthèse, c'est plutôt une génération un peu comme dans la salle, mais que les jeunes et les ados délinquent beaucoup, parce que si on regarde les âges de l'ennui, et merci de m'avoir fourni cette transition élégante comme toute transition, c'est le fait qu'effectivement, il y a des âges pour l'ennui. C'est vous la chef, vous me direz quand je finis. J'ai encore un quart d'heure, je crois. Hein. Oui, absolument. Donc on en a déjà parlé, les enfants s'ennuient. Et quel est l'autre âge où on s'ennuie? C'est les vieux, les EHPAD. En EHPAD, vous êtes jeune, c'est pas une sortie d'adolescence. Certes, mais globalement, je peux vous dire que pour avoir appartenu à un groupe qui est, je crois, c'est le plus grand groupe sanitaire au monde, Orpea, où ils ont, je crois, 1000 établissements, dont au moins 600 EHPAD. On se barbe sérieusement dans tous ces EHPAD et ils attendent le temps. Mais est-ce que c'est pas plus difficile à la maison aussi? Parce qu'encore en EHPAD, il y a de l'animation, il y a des, comme dit monsieur... Oui, mais justement le problème, ma mère était en EHPAD et elle son truc c'était France Culture et Arte. Et il n'y a rien qui l'a barbé autant quand on l'a traîné pour des groupes, pour faire du scrap, des trucs. Ça emmerdait. Mais foutez-moi la paix. Les activités. Et oui. Et ce qui l'ennuyait, c'était les animations, justement. D'accord. Oui, c'était exactement ça. Et vraiment, les envoyer balader, des fois avec une vigueur, même à 97 ans, était assez impressionnante. Bref, on voit qu'il y a deux âges, quand même, où l'ennui est prévalent. Et souvent, quand on est au boulot, on n'a plus trop le temps de s'ennuyer. Et quel est le lien, le point commun entre ces deux âges? C'est assez simple. C'est l'absence de liberté. Parce que quand vous êtes un gamin, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes dans la bagnole derrière, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes en garderie, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes même à l'école, vous n'êtes pas libre. Et qu'en plus, vous n'avez pas la maîtrise du temps. Vous ne savez pas compter le temps. C'est pour ça, on est bientôt arrivé. Non, ça fait que 10 minutes, il reste encore 5 heures de voiture. On n'a pas cette maîtrise. Et quand on est vieux, et qu'on est en particulier en EHPAD, on n'a pas non plus la liberté et la maîtrise. Donc pour moi, l'ennui pathologique, l'ennui non créatif, c'est là quand on a une perte de liberté. Et les autres endroits d'ennui, c'est les prisons aussi, puisque finalement, la pire punition dans notre monde contemporain, c'est la condamnation à ne pas travailler, donc à s'ennuyer. Et c'est quand même intéressant de voir que la pire punition de nos jours, c'est l'ennui. Et on l'oublie souvent, ça. Alors d'accord, vous me direz que les prisonniers, ils ont quand même quelques activités, mais globalement, quand même, c'est la condamnation à l'ennui. Et là, oui, j'allais venir parce que je suis psychiatre, et je peux vous dire que l'hôpital, et en particulier l'hôpital psychiatrique, mais en particulier l'hôpital, pour avoir fréquenté les deux, l'hôpital psychiatrique, l'asile, c'est vraiment le lieu de l'ennui qui plane. Parce que effectivement, dans l'ennui pathologique, la psychose, la schizophrénie, la mélancolie dans le cas du trouble bipolaire, la dépression grave, c'est des pathologies où on s'ennuie. Et il y a un autre ennui où on n'est pas libre, où on ne maîtrise pas, que vous avez sûrement tous connu quelquefois dans votre vie, c'est l'insomnie. Oui. Parce que quand on ne dort pas la nuit, qu'est-ce qu'on se barbe? Contre les moutons, on fait du body scan, on se raconte des histoires, on raconte des fables. Moi, c'est ce que je fais, des fables de La Fontaine. Mais on s'ennuie quand on est insomniaque. Parce qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas combien de temps on va rester éveillé, combien de temps ça va prendre pour se rendormir. Et donc, c'est aussi un modèle de l'ennui. Mais quand même, est-ce que vous savez ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce bouquin? Le confinement. Exactement. C'est le confinement. Et ça m'a beaucoup frappé. Parce que pour moi, ce confinement de mars l'an dernier,
le vrai, le confinement dur, j'en ai une nostalgie. Pour moi, c'est un des plus beaux, avec ma femme, c'est pareil, un des plus beaux moments de notre vie, parce que il n'y avait aucun ennui. Tous les jours étaient pareils, le temps s'écoulait lentement, je partais de très bonne heure dans les commerces dès l'ouverture, je faisais en courant mes courses, je ramenais à la maison et on était vraiment bien. Bon, je suis un nanti, j'ai un jardin. Et j'étais l'Attila des mauvaises herbes. À la fin, c'était Versailles, mon jardin, c'était incroyable. Bon, après, il y a eu la sécheresse, ça a été autre chose. Mais je me suis ennuyé délicieusement. Et des ennuis délicieux, pour moi, le meilleur exemple, par exemple... C'est créatif. Eh bien oui, parce que finalement, il y a eu un bouquin. Je ne sais pas s'il est créatif, mais enfin, il y a eu un bouquin qui en est sorti. Et le plus bel exemple littéraire pour moi de l'ennui, c'est Belle du Seigneur, de Cahen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais La Belle du Seigneur, magnifique. 40 pages dans la salle de bain à se préparer pour attendre l'arrivée de, je ne sais plus comment on appelle son prince et tout. Il n'y a pas plus ennuyeux et plus merveilleux que ce bouquin-là. Mais c'est vraiment la quintessence de l'ennui que l'auteur a su donner. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire, parce que c'est vraiment... Il y en a un autre qui était génial aussi là-dedans, c'est Balzac. Vous pouvez avoir 60 pages de description et Tolstoï est pas mal aussi. Mais Balzac est meilleur, à mon avis. Et c'est vrai que, pour moi, c'est quand même des ennuis délicieux. Il y a Sioran, qui est dans l'ennui, alors extrêmement... de l'ennui d'être né, du malheur d'être né, enfin c'est quand même très sombre chez Sioran. Donc on voit quand même que les éditeurs disent qu'il n'y a jamais eu autant de manuscrits soumis que depuis ce confinement. Il y a eu une explosion à tel point que des gens comme Gallimard, comme Grasset, comme Ixo ont dit ne nous envoyez plus rien, nous ne les lirons pas, nous ne les ouvrirons pas, on ne peut plus. On est débordé, recouvert d'une tonne de manuscrits, dont ils n'osaient pas le dire, mais dont 99,999 c'est nul, mais on ne peut plus. On ne peut plus, c'est pas possible. Donc on sent, et je pense que si on regardait les gens qui ont écrit, qui ont peint, qui ont dessiné, qui ont sculpté, c'est pareil. Donc c'est vrai que la malédiction divine, tu enfanteras, tu créeras dans la douleur, cet ennui, qui a entraîné ce confinement, qui a entraîné beaucoup de dépression, qui a rempli les cliniques, qui a créé beaucoup d'insomnie, en réalité a été également l'occasion d'une énorme créativité. Si alors ce serait quoi? Oui, pardon. J'avais envie de vous poser une question. Oui. C'est pour quelle raison on associait la mélancolie à un nom de maladie quand même? Oui, alors à l'origine... Depuis que vous avez prononcé ce mot mélancolie, parce que c'est une dépression très grave, sous votre contrôle. Alors oui et non, parce que quand même, quand Baudelaire parle du spleen, qui est une forme de mélancolie, c'est pas une maladie. Et à l'origine, quand Aristote a dit la mélancolie, la punition de l'homme supérieur, c'était pas une maladie. C'était un état d'âme. C'était parce qu'on était né sous le signe de Saturne. Alors c'est très intéressant votre question, parce qu'en réalité, tout vient, c'est la faute à Hippocrate, qui a créé une hypothèse, une théorie complètement stupide, nulle, qui a quand même prévalu pendant 3000 ans à peu près, et qui a plombé la médecine occidentale. En même temps, ils n'étaient pas mieux en Extrême-Orient, parce que nous, on avait la théorie des 4 humeurs, et eux, ils avaient les 5 humeurs. C'était pas mieux. Donc il y avait les 4 éléments, hein, l'air, le feu, l'eau et la terre, je crois. Puis les Chinois, ils en ont un 5e, qui a entraîné les 4 éléments, qui étaient le sang. Alors le sang, ça existe. Le flegme, ça existe. C'est la lymphe. La bile jaune, ça existe. Et la mélancolie. Et la mélancolie, ça n'existe pas. Et vous avez des textes extraordinaires, un régal à lire, où des gens comme Galien vous décrivent cette sombre liquide goudronneux qui s'écoule lentement dans les vaisseaux. Sauf que ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un liquide noir. Et donc c'est étonnant de voir que finalement la principale maladie en psychiatrie, la dépression, repose sur une théorie à propos d'un élément qui n'existe pas, alors que les 3 autres existent. Et donc toute l'origine de ça, c'est la théorie des humeurs, qui a quand même prévalu depuis Hippocrate, en passant par Galien, jusqu'au XIXe siècle. Et même un peu plus loin, parce que si vous interrogez votre concierge et que vous lui demandez ce qu'elle pense des hormones, elle va vous faire une théorie qui est en fait un copier-coller de la théorie des humeurs. Donc il reste encore des séquelles de cette théorie des humeurs qui ne reposait sur rien, mais que l'Église avait reprise, et c'était canonique
on devait accepter la théorie des humeurs si on voulait échapper, si on voulait pas que ça sente le roussi, comme disait Rabelais en parlant du bûcher. Parce que l'Inquisition veillait. Donc c'était vraiment étonnant de voir que cet état d'âme, du fait de la théorie des humeurs, est devenu une maladie. Et c'est vrai que, même dans le DSM, la classification moderne des maladies mentales, la dépression avec mélancolie, c'est le pire, c'est-à-dire des gens qui sont pires le matin et mieux le soir, et voire qui ont un délire mélancolique, je suis un salopard, donnez-moi vite une corde que je débarrasse la terre d'un être aussi abject que moi. J'en ai vu un ce matin quand même. Dans ce style-là, ça existe. Hein. Et donc, on voit bien que ces gens-là sont mélancoliques et qui souffrent d'un truc qui n'existe pas. Et finalement, c'est peut-être un peu ça la psychiatrie. C'est la souffrance, c'est horrible, et pourtant, il n'y a rien de palpable. Alors, c'est connu, ça. On sait que, quelle que soit la culture, quel que soit le milieu, le niveau socio-économique, quelle que soit la période de l'histoire, le pourcentage de bipolaires est le même. Ça dépend ni de la culture, ni du fric, et c'est complètement génétique, en fait. Et il y a un pourcentage de la population mondiale, qui est, je crois, 2%, de bipolaires. Si, les bipolaires, c'est la mélancolie, c'est le contrepoint de la manie. Et donc les deux pôles, c'est un pôle, je suis une saloperie, c'est toute ma faute. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y avait un patient qui m'expliquait à quoi c'était dégueulasse, qu'il avait ruiné sa famille, qu'il allait se retrouver à la rue. J'appelle sa femme qui dit non, non, ça va, on a des sous, tout va bien. Et à brûle-pourpoint, je lui dis mais le tremblement de terre il y a 15 jours, comment vous le savez? Donc le mec était convaincu que c'était tellement mauvais qu'il avait déclenché le tremblement de terre. Donc c'est vraiment le comble de la dépression. Et c'est des gens qui se pendent en général. Et la pendaison, c'est quand même un truc intéressant, puisque c'est des gens qui se suspendent pour l'éternité entre le ciel et la terre. Et c'est vraiment le suicide préférentiel du mélancolique. Et puis de temps en temps, ça peut se faire en une demi-heure, il passe à la manie, et là, c'est les meilleurs, et je suis le roi du monde, je mets la main au panier de tous les garçons et toutes les filles, je délinque parce que je suis au-dessus des lois et tout. Et manie et mélancolie, c'est pour ça qu'il y a deux pôles, et ce sont des bipolaires. Alors finalement, à quoi ça sert l'ennui? On en a un peu parlé. Je pense que l'ennui, effectivement, c'est la créativité s'il est d'une certaine manière consenti. Par exemple, le confinement, j'avais quand même le sentiment d'être d'accord avec ce qui se passait. En tant que médecin, je ne pouvais qu'être d'accord, puis on savait quand même qu'il y avait une fin. Et pourquoi toutes les religions ont-elles condamné l'ennui? Il suffit que vous pensiez à l'argot. Qu'est-ce que vous dites quand vous n'avez rien à faire, que vous vous ennuyez? La fainéantise. Je n'ai rien à branler. Parler de l'ennui, c'est parler de l'interdit de la masturbation. Parce que toutes les religions sont d'accord que quand on fait l'amour, c'est pour faire des petits, surtout pas pour se faire plaisir. Regardez Onan, il a été tué quand même. Onan, qui n'a jamais d'ailleurs fait d'onanisme, en fait il faisait un coït interrompu. Si vous reprenez le texte, Dieu l'avait obligé à prendre la femme de son frère mort, donc sa belle-sœur, parce que c'était la règle à l'époque, lui il n'avait pas du tout envie, et donc il pratiquait le coït interrompu, et c'est dit dans le texte que la semence tombait par terre. Donc l'onanisme, c'est complètement une erreur aussi d'interprétation, et non pas de traduction. Bref, condamner l'ennui, c'est aussi condamner la masturbation. Et c'est également disserter sur le temps, parce que quand on s'ennuie, le temps ne passe plus. Exactement que comme quand on est déprimé, où le temps n'avance plus, c'est juste la faux de Chronos qui interminablement va scander le temps jusqu'à l'issue définitive. C'est ça le temps du dépressif. Et ils disent pourtant il passe à toute allure, je ne me rappelle même pas quand j'étais déprimé combien de temps ça a duré. Donc l'ennui, on parle de masturbation, on parle du temps, on parle de créativité, on parle de pathologie. Et donc, s'il y a des parents parmi vous, je vous en conjure, ne faites pas comme tant de parents. Le samedi après-midi, un cours d'escrime, un cours de piano, un cours de danse, un truc. Et les malheureux sont réduits en esclavage le mercredi et le samedi. Et les gamins, ils n'en peuvent mais. Ils sont obligés d'être tout le temps occupés. Parce que les bons parents de nos jours, c'est des gens qui ne laissent pas leurs enfants sans occupation. Il faut tout le temps les occuper. Eh bien non, en fonction de l'âge, pas trop longtemps pour un petit.
Mais quand même, puis il n'y a rien de plus merveilleux que de voir un petit de 2-3 ans qui parle avec ses jouets, ses poupées, qui leur raconte des histoires et qui est dans l'imagination, comme vous le disiez au début. Et moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup, c'est que c'est apparu en même temps, à peu près en même temps, les bons parents occupent tout le temps leurs enfants, et est apparu le trouble hyperactif, avec déficit attentionnel. Et je me demande quand même s'il n'y a pas un petit lien culturel entre les deux entités. Donc, foutez-leur un peu la paix à vos mômes, laissez-les un peu tranquilles. Les vieux, pas trop quand même, essayez de les sortir un peu de leurs EHPAD, occupez-les un peu, sauf s'ils sont comme ma mère, ils veulent qu'on leur foute la paix. Bref, respectez l'ennui, et le monde s'en portera mieux. Merci. Merci à vous. On a peut-être quelques minutes encore, si vous avez des questions. Oui, madame ? La définition de l'ennui ? Ah oui, en fait, c'est un état de souffrance lié à une inactivité forcée. Ça, c'est ma définition. Ah oui, il y a quand même une souffrance. Tu enfanteras dans l'ennui. Dans la souffrance. La question de monsieur, oui, moi, je vous dis, j'ai l'impression pendant le confinement que j'ai été très heureux, mais quand même, il y avait un certain niveau. C'est ça. Oui. Mais ça allait parce que je suis, comme je vous l'ai dit, un antique. J'avais un jardin. Et même quand il y avait une terrasse, ça changeait tout. Mais si j'avais habité dans le 9-3, à 14, dans 60 mètres carrés, sans balcon, peut-être que je ne vous raconterai pas la même histoire. Et s'il y a eu tant de violence conjugale et de violence sur les enfants à ce moment-là, c'est exactement la même histoire que les rats qui sont en cage. Si vous mettez 2 rats dans une grande cage, ils ne se battent pas. Si vous mettez 50 rats dans une petite cage, ils vont s'entretuer. Donc il y a aussi un problème éthologique. Mais là, c'est une autre question. Et est-ce que vous saviez dès le départ que vous alliez être heureux pendant ce confinement ? Non, je crois que je l'ai vécu sans trop. Je crois que je l'ai vécu. C'est surtout a posteriori que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on était heureux à s'ennuyer comme ça ? Que cet ennui était délicieux. Et pour moi, le mot qui me vient, c'est douceur. C'était très doux. Oui, absolument. Sauf il y avait que une privation de liberté, comme vous l'avez. Alors je vais vous dire non, parce que je suis vraiment un privilégié. Je suis médecin, et donc j'avais libre circulation. Par exemple, quand je suis allé à 120 km de Lyon, alors que c'était interdit, voir ma belle-mère de 92 ans, qui en avait un peu marre quand même. Non, mais je veux dire, les gendarmes, quand ils voyaient le caducée, grand sourire et garde à vous et passez docteur. Donc j'étais libre quand même, malgré tout. Très bien. Et une autre question ? Oui, madame ? C'est vrai. Alors pour moi, au fond, je ne sais pas bien expliquer pourquoi on est créatif quand on s'ennuie. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose que la créativité quand on médite et surtout la créativité quand on rêve. Vous savez par exemple que Einstein, une nuit, il rêve, il est dans une luge, il va à toute allure et à un moment il va tellement vite qu'il voit les étoiles qui se déplacent dans le ciel. Et le lendemain matin, il a conçu la relativité. Parce que quand vous rêvez, vous mettez ensemble des trucs qui n'ont rien à voir. Le temps et l'espace, personne n'avait jamais eu l'idée. Et c'est en rêvant qu'il a mis ensemble le temps et l'espace. Et le rêve, c'est un moment où on met ensemble des trucs complètement abracadabrants. Et ça peut être très créatif. Il y a un des Beatles qui, une nuit, se réveille. Il a une mélodie incroyable, Yesterday. Il dit, c'est pas possible, c'est trop beau. Ça doit être une réminiscence d'un truc qui existe. Eh bien non, c'était en rêvant qu'il a conçu Yesterday. Ça peut être moins créatif. Hitchcock, une nuit, il se réveille. Le scénario extraordinaire. C'est le film. Un truc incroyable. Il se rendort très content et le matin, tout oublié. Consterné. Donc il met quand même, on ne sait jamais, un carnet et un papier sur sa table de nuit, au cas où. Et 3 nuits plus tard, il se réveille sur un rêve, le même. Scénario incroyable. Vite, fébrilement, il gratte le scénario, il se rendort et le matin, il voit ce qu'il a écrit. Un homme rencontre une femme. Point. C'est tout. Donc c'était bon. Alors c'est vrai que c'est un beau scénario, mais bon, c'était peut-être pas... Enfin, le louche l'a pompé en plus. Oui. Donc on voit que les moments où le cerveau affectif, le cerveau irrationnel, le monde des esprits si on est un chaman mongol, l'inconscient si on est un psychanalyste,
le réseau neuronal affectif, si on est neuroscientifique, c'est un moment où on lui lâche la bride, parce qu'en temps normal, c'est notre cerveau cartésien, notre cerveau rationnel qui tient le manche et qui dit à l'irrationnel, bon, je veux pas entendre parler de toi. Et les brèches qu'on a, il y a le lapsus, il y a l'acte manqué. Alors Freud a complètement loupé l'intuition, qui à mon avis est le plus important des 3 brèches diurnes. Et la 4e brèche, c'est le rêve. Puis ensuite, vous avez d'autres brèches, la cuite, l'orgasme. Si on fait une belle conférence, qu'on prend son pied en faisant une conférence, on est dans un état de transe. Parce qu'en fait, la transe est un état, comme le rêve, où on fait communiquer le monde inconscient avec le monde conscient. Et que la créativité, elle est là. Elle est exactement là. Et c'est donc quand on est dans cet ennui et qu'on se permet d'être dans la rêverie, qu'on va arriver à mettre ensemble des trucs qui n'ont rien à voir ensemble et qu'on pourra, tel 2 pierres avec un silex, faire jaillir l'étincelle. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Comment remettre des enfants dans l'ennui? Ah, oui, c'est vrai. Les enfants... Alors, c'est pas du tout un problème. Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. La bonne question, c'est comment faire que les parents acceptent que les enfants soient inactifs. Oui. Il y a tellement de Je sollicitations. n'en crois pas un mot. Les bons parents, et en plus, si vos enfants, maman, je m'ennuie, et que vous dites, c'est pas grave, les autres parents, ils vous regardent, c'est pas bien, vous êtes une mauvaise mère. Il y a une réprobation sociale actuelle terrible là-dessus. Et mes enfants se rappellent encore quand je leur disais, et pareil que je leur dis toujours, il n'y a que les imbéciles qui s'ennuient. Bon, j'ai un peu changé d'avis depuis, et ça leur est resté, maintenant qu'ils sont adultes. Donc je crois que c'est une révolution dans la tête des parents qu'il faut faire, et qu'il n'y a pas de raison que les gamins, aujourd'hui, soient différents de ce que nous on était, parce qu'effectivement, nous, on n'avait pas les écrans, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas la tablette. À 3 ans, ils savent faire marcher une tablette, les mots. Donc ils sont tout le temps occupés. Alors, la tablette, ça peut être également très créatif, ça peut également être très éducatif, mais il y a un bon usage de la tablette avec les bons logiciels de la tablette qui peuvent leur permettre de grandir, mais pas tout le temps. Il faut que de temps en temps, ça sorte d'eux-mêmes et qu'ils se racontent des histoires et qu'ils soient dans l'imaginaire. Mais il faut que les parents l'acceptent. Maman, je m'ennuie. Pas grave. Ah, zut, j'ai raté alors. Zut. Alors je recommence. Très bien. Eh bien, écoutez, docteur Lemoine, un immense merci. Vraiment, je rappelle le titre de votre livre. Éloge de l'ennui, une brève histoire de nous, édition Le Relier, mars 2021. Et on se retrouve pour un deuxième atelier. Vous interviendrez tout à l'heure également en plénière, mais un deuxième atelier demain matin sur le sommeil. Voilà, donc merci encore à vous et également au public pour votre participation.